Smart Bourse vous est présenté par Tikeo Capital. C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition, une séance de rebond, un rebond assez net et clair sur les actions européennes et américaines. Le CAC 40 reprend plus de 2% en cette fin de séance et les marchés américains sont également au rebond avec des hausses de plus de 1,5% en ce moment à Wall Street, tirés notamment par les résultats de Nike ou encore de FedEx, deux grandes blue chips américaines qui ont connu des parcours boursiers très compliqués cette année. Les titres de Nike et FedEx ont divisé par deux ou sont passés par des baisses de 40-50% au cours de cette année 2022, mais les derniers résultats publiés visiblement soulagent dans une certaine mesure les investisseurs qui jugent peut-être qu'un certain nombre de mauvaises nouvelles ont été largement intégrées dans les cours de bourse de ces deux titres parce que oui, l'ambiance reste compliquée. FedEx nous le dit, la demande mondiale continue de s'affaiblir, mais FedEx a produit plusieurs warnings tout au long de l'année pour avertir justement sur l'affaiblissement de la demande mondiale qu'on constate aujourd'hui. Et puis Nike a toujours des problèmes de gestion de stock, même si cette gestion des stocks va sans doute à un moment s'atténuer ou devenir moins problématique. Il y aura encore beaucoup de discount pour les produits Nike afin d'écouler ces stocks qui pèseront sur les marges. Mais là aussi, semble-t-il, ces événements ont été anticipés par les marchés. Le titre Nike d'ailleurs qui rebondit très fortement de plus de 10% pour une capitalisation boursière autour de 150 milliards de dollars sur le marché américain. Une ambiance donc un peu plus positive aujourd'hui, à quelques séances de la fin de cette année 2022. Nous évoquerons bien sûr avec nos invités les grands axes stratégiques de 2023 sur les marchés. Et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique, nous nous intéresserons au thème des consolidateurs. Savoir acheter, c'est un métier quand on est une entreprise. Et c'est vrai que souvent, derrière les grandes annonces de grandes opérations de fusion-acquisition, les résultats quelques années après ne sont pas forcément au rendez-vous. Pour autant, il y a des moyens de détecter de bons consolidateurs dans les différents secteurs et les différentes industries. Nous en parlerons avec les équipes d'Amiral Gestion qui seront avec nous au plateau à partir de 17h45. Mais d'abord, les infos clés de marché en cette fin de séance en Europe avec une hausse qui n'arrête pas de s'accentuer en cette fin de séance. Alix Nguyen et un CAC 40 qui franchit à nouveau à la hausse les 6500 points. En effet, il s'est accentué au fil de la journée dans un volume d'échanges qui reste faible en cette période de trêve des confiseurs. Le marché, dans son ensemble, apprécie les résultats trimestriels de Nike présentés après clôture. Hier, à New York, le titre de l'équipementier décolle. Son chiffre d'affaires et ses profits ont largement dépassé les attentes. Les ventes s'élèvent à plus de 13 milliards de dollars. L'équipementier s'attend désormais à une croissance de son chiffre d'affaires. Dans une moindre mesure, la publication de FedEx est elle aussi bien accueillie. Son titre progresse nettement malgré des facturations et des bénéfices en repli. Les chiffres sont au-delà des anticipations. S'agissant de la suite, le groupe fait montre de prudence mais se dit capable de pouvoir augmenter à nouveau d'1 milliard de dollars ses mesures d'économie. À noter que ce soir, c'est le groupe Micron Technology qui se prêtera à l'exercice. Et puis du côté des statistiques publiées, aujourd'hui, on notera un indicateur de confiance des consommateurs aux États-Unis qui progresse plus que prévu en décembre. L'indice du Conference Board est ressorti à 108,3. En novembre, il était de 101,4. Les ventes de logements anciens ont quant à elles poursuivi leur baisse et reculent de 7,7%. Et puis, plus près de nous, l'indice de confiance des consommateurs en Allemagne pour le mois de janvier s'améliore. Il ressort en repli de 37,8 points contre un peu plus de 40 pour décembre. Et puis on notera sur le plan des valeurs, Total Energy, une des valeurs emblématiques d'un secteur emblématique de cette année 2022 qui signe une des plus fortes hausses du jour à Paris. Dans le sillage du baril de Brent, le Brent est bien ancré au-dessus des 80 $. On relève aussi la nette progression de Sanofi. Et puis les valeurs de croissance telles que Téléperformance ou la foncière commerciale Unibail-Rodamco-Westfield caracolent en tête du CAC.
Tendance, mon ami, chaque soir à 17h en direct, les infos clés de marché avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Deux invités nous accompagnent ce soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Louis Defels est avec nous, directeur général et directeur de la gestion collective de Gay-Lussac Gestion. Bonsoir Louis. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. J'ai dit non, bêtise. non, je donne le titre complet. C'est parfait. Pierre-Alexis Dumont, directeur de la gestion actions et convertibles de Groupama Asset Management, nous accompagne également. Bonsoir Pierre-Alexis. Bonsoir Grégoire. Merci d'être avec vous. Vous êtes deux spécialistes de l'univers des small et mid cap et donc on consacrera une bonne partie de cette émission à faire le bilan d'une année très compliquée pour cette classe d'actifs ou cet univers d'investissement et évoquer les perspectives évidemment pour cet univers des petites et moyennes capitalisations boursières. Mais d'abord, un mot quand même des dernières surprises de 2022 et pas des moindres, Pierre-Alexis. 2022 marquera pour l'histoire la fin de l'ère des taux négatifs pour les banques centrales et l'encours de dette souveraine à taux négatif qui à un moment a été à plus de 2000 milliards, je parle de la dette publique, est revenu quasiment à zéro. On ne pensait pas pour autant que l'île japonaise, l'îlot nippon, allait craquer. Et finalement, c'est peut-être ce qui est en train de se passer. Depuis 48 heures, les spéculations vont bon train sur l'idée que la Banque du Japon, elle aussi, pourrait peut-être, à un moment, décider d'envisager de sortir des taux négatifs. Eh oui, Grégoire. Non mais, je mets un peu d'emphase, mais c'est quand même un moment inédit. Ah ouais, oui, ça fait longtemps. Non, ça fait longtemps. Non, mais je pense qu'il y a un grand enseignement derrière tout ça, c'est que ça a beau être une île, le Japon est interconnecté mondialement, et donc à un moment ou un autre, quand le monde entier remonte ses taux, des politiques qui sont très à l'opposé finissent par vous coûter de plus en plus cher sur le soutien, parce que dans les deux mesures annoncées, il y a une mesure qui est une mesure d'assouplissement et il y a une mesure qui est de dire je vais acheter encore plus, oui, tout simplement, mais ça c'est pas un choix, c'est imposé. C'est-à-dire que s'ils veulent rester dans leurs guidelines de contrôle de la courbe niveau des taux. De taux, voilà, de courbe des taux, ils sont obligés d'augmenter les... C'est le problème de la stratégie de contrôle de la courbe des taux, c'est que ça oblige parfois à dépenser beaucoup d'argent, de yens en l'occurrence, pour maintenir le canal autour des taux obligataires. Et donc, grosso modo, ça veut juste dire qu'en relatif, la politique monétaire de la Banque centrale japonaise était plus tenable, ou en tout cas était trop coûteuse par rapport aux gains qu'ils en tiraient. Voilà, donc c'est clair. Mais c'est sûr que, un, tout arrive. Deux, nous, on en tire un point clé qui est sans doute, et ça c'est une conviction qu'on a de fond, que voilà, on a quand même maintenant, globalement, une trajectoire à la hausse des taux. Qui sera plus ou moins marqué, mais qui est quand même plus à la hausse. Et nous, on ne voit pas un retour à la situation antérieure. Ça, c'est un point qui est clair. Et notamment des taux, et sans doute, à un moment ou un autre, des taux réels. Parce que vous allez avoir un deuxième effet qui sera un effet important, qui va être, disons, le désengagement partiel des banques centrales sur la liquidité mondiale. Et ça, vous avez toujours autant, voire plus, d'émissions. Bien sûr. Sur lequel donc vous avez un afflux de monnaie, et en général, quand vous avez de l'offre et finalement une demande qui va rester stable, ou voire même si elle monte un peu, ça devrait ajuster les niveaux de taux réels. Donc ça, vraiment, c'est des points que nous, on a en toile de fond, et qui, pour nous, ce point-là confirme notre conviction de moyen long terme, qui est que voilà, dans un monde où on a besoin d'investissement, on a besoin de financement, voilà, les taux réels devraient, à moyen terme, avoir tendance à remonter légèrement. Ouais. Ils sont déjà positifs aux États-Unis, pas tout à fait encore en Europe, loin de l'être évidemment au Japon, mais vous dites c'est le sens du voyage. C'est le sens du voyage. À plus court terme, le mouvement le signal envoyé par la Banque du Japon cette semaine, conjugué au discours et au signal politique extrêmement agressif envoyé par la Banque Centrale Européenne la semaine dernière, lors de cette dernière réunion de l'année, est-ce que ça laisse entrevoir que le pic d'agressivité globale des banques centrales, le pic hawkishness, est encore devant nous ?
On espérait qu'on allait pouvoir laisser un peu cette idée-là derrière nous en 2022, avec beaucoup de phénomènes de désinflation qu'on peut observer aujourd'hui dans les prix de marché et dans certains indices d'inflation également. Mais c'est vrai que, encore une fois, le discours de la BCE hier, plus le mouvement de la Banque du Japon, fragilise un peu l'idée qu'on a peut-être passé ce pic de dureté ou de restriction monétaire des banques centrales. Ça, c'est une très bonne question et nous, on y répond pas de la façon suivante. À court terme, et en fait, la dissonance, voilà, à court terme, le pic au Kirchner, il est a priori, il a été passé. C'est-à-dire qu'on va avoir un phénomène de désinflation. Maintenant, à moyen long terme, voilà, la question n'est pas tellement de savoir le rythme, c'est de savoir la cible. D'accord. Et donc, aujourd'hui, le marché s'intéresse au rythme, et en effet, les rythmes de hausse des taux vont baisser, donc on a en effet un phénomène de pic au Kirchner. Maintenant, quelle va être la cible ? Et c'est ça, et en 2023, la question, elle sera là, hein. Elle ne sera pas, oui, il monte de moins en moins. Il sera à combien on s'arrête et pendant combien de temps on va rester à ces niveaux de taux. Voilà. Donc on va changer, à mon avis, de perspective. Et du coup, là, vous avez une dissonance. Et elle est intéressante entre la BCE et la Fed. La BCE a donné de l'horizon. Et donc est sorti du fait d'être dépendant des données, en disant moi de toute façon je vais monter 2 voire 3 fois mes taux sur l'année prochaine, voilà, parce que j'ai la conviction qu'il faut avoir une politique assez longue de resserrement monétaire pour contrer l'inflation. La Fed n'est pas dans cette vision-là. Elle dit on a beaucoup monté, on va attendre de voir, donc ne veut pas donner de visibilité. Et pour moi, voilà, c'est une dissonance, voilà. Mais ça ne veut pas dire et nous on n'y croit pas du tout, on aura une désynchronisation des deux. C'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, voilà, les phénomènes, ils sont globaux, donc vous allez vous retrouver... D'accord. Ouais. Donc, un peu de divergence ou de désynchronisation, oui, mais à la fin de l'histoire, tout converge autour de la Fed, pour dire les choses. Voilà. On l'a vu, il y a eu des divergences de timing. Oui, bien sûr. Divergences de timing. La BCE va peut-être monter un peu plus longtemps. La BCE peut continuer à 50 BP quand la Fed reviendra à 25, par exemple, sur de prochaines hausses de taux. Longue. Même le Japon a finalement été obligé de se resynchroniser. Donc voilà, on n'y croit pas. Nous, on n'y croit pas. Bon, sur ce bras de fer entre les marchés et les banques centrales, Louis, on espérait que ce serait avant tout l'histoire de 2022. Sans doute que le match et le tie-break se poursuit un peu sur les premiers mois ou les quelques trimestres de 2023. Non, mais je pense que les banques centrales ont bien fait de venir calmer un peu les ardeurs du marché, de ce fameux pivot et même des éventuelles baisses de taux qui étaient attendues par le marché dès 2023. Au moins, là, c'est clair, il y a clairement plus de baisse de taux attendues, que ce soit en Europe ou aux États-Unis pour 2023, repoussé à 2024, donc c'est plutôt assez sain. Je vous rappelle que ça fait longtemps que les banquiers centraux essaient de redonner un peu de crédibilité. Là, ils ont tapé sur le point un peu fort, donc c'est vrai que le discours de Christine Lagarde était beaucoup plus hawkish que la Fed, qui clairement, elle, a commencé bien avant aussi la BCE. Donc c'est pour ça que la BCE, elle a un peu couru derrière. Là, c'est le Japon qui court derrière parce que, rappelez-vous, il y a encore peu de temps, l'euro était négatif, pas négatif, mais sous la parité par rapport au dollar. Depuis qu'elle pique au Kirchner, et le différentiel de taux d'intérêt entre les US et l'Europe s'est rétréci, ce qui a permis à l'euro de remonter. Pareil pour le yen qui était tombé à un niveau extrêmement faible. Je pense que la remontée des taux a permis au yen de reprendre quasiment plusieurs % de hausse par rapport à la principale devise. Donc voilà, donc tout ça, ça va dans le même sens. Donc bien évidemment, c'est toujours la Fed qui mène la danse et la vision. Mais c'était assez intéressant de vraiment arrêter un peu ce que je disais. Parce que clairement, l'inflation n'est pas vraiment la même que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus lié aux salaires. On a vu encore que les salaires augmentaient de 5%, et notamment dans les services, parce qu'il y a zéro productivité en ce moment aux États-Unis. Donc les prix vont devoir encore monter. Je parle dans les services aux États-Unis. Dans les biens, on a vu que ça baissait, les prix du fret et tout, on a vu FedEx encore sur les résultats hier soir. Donc tout ça va dans le bon sens. Et ce qui était intéressant aussi dans l'inflation aux États-Unis, c'est que pour la première fois, la composante loyer commençait un peu à ralentir. Donc c'était ça, parce que elle monte moins vite. Retardataire. Donc c'est plutôt assez positif. Donc c'est vrai qu'aux États-Unis, l'inflation va redescendre petit à petit dans les points cibles pour 2023, alors qu'en Europe, c'est beaucoup plus loin. Je pense qu'en Europe, on attend encore 6,5 d'inflation pour l'année prochaine, pour 2023, et de mémoire quasiment 3,5 en 2024. Donc c'est vrai que ça va être beaucoup plus lent à cause des problématiques énergétiques que l'on connaît tous. Donc voilà, donc je pense que les banquiers centraux ont plutôt bien acté. On l'a tout de suite vu dans les taux, parce que les taux longs américains ont quasiment pas bougé.
Donc même la courbe des taux s'est encore continuée inversée, alors qu'il y a eu un vrai repricing en Europe. Vous avez vu, le Bund a fortement monté, toutes les dettes européennes, notamment françaises, est quasiment montées. Je crois qu'on a 2,80 aujourd'hui sur le taux 10 ans français. Donc voilà, donc tout ça, c'était plutôt assez sain. C'était attendu. Le marché a corrigé de quelques pourcents, c'était plutôt assez sain. Donc je trouve que le marché a plutôt bien réagi. On voit aujourd'hui que le marché reprend 2. Donc très vite, le marché se réajuste à la nouvelle politique des banquiers centraux. Et je trouve que c'est plutôt assez sain et que ça a été plutôt assez bien pris par le marché. Est-ce que la bulle obligataire est purgée en cette fin d'année 2022, Pierre-Alexis ? C'est une bonne question. En substance, je vous ai déjà donné la réponse. Nous, on anticipe que les taux réels vont encore remonter un peu. Voilà, donc, on pense que il y a encore un scénario, disons, haussier taux. En tout cas, il y a une volatilité exceptionnelle. On a une année centenaire sur les taux. Alors que les actions, finalement, on est vraiment dans des ranges assez classiques. Moins 15, moins 10, moins 15, ça arrive. On a l'habitude. C'est ce que je dis à mes collègues des taux régulièrement. Alors que là, en effet, c'est une année centenaire. Et sur 100 ans, on a une correction et des niveaux de volatilité qu'on n'avait jamais vus. Voilà, donc clairement, nous, sur cette partie-là, reprendre de la duration aujourd'hui, ça nous semble à moyen terme pas souhaitable. Après, il y aura beaucoup de volatilité, donc il va falloir en effet avoir de la flexibilité par rapport à ça. Mais ce point sur la volatilité est intéressant. Donc on a découvert le MOVE, évidemment, donc l'indice de volatilité des marchés obligataires aux États-Unis. Dans cet univers que vous décrivez, pour le moyen long terme, les taux seront structurellement plus élevés. Et la volatilité des marchés obligataires sera plus importante que ce qu'on a connu dans le cycle précédent, où on a, sous le coup de l'action des banques centrales, la volatilité était toujours très faible sur ces taux, au final. Non, mais vous aviez un marché dirigé, donc il n'y avait pas de volatilité des taux. La réalité, vous n'aviez pas de... Non, on aura des retours à des volatilités, alors pas des volatilités aussi extrêmes. D'accord, que ce qu'on a pu voir. Parce que 2022, sincèrement, ça décoiffe. Non, mais on aura des volatilités un peu plus fortes, voilà, mais sur des bases de niveau de taux plus élevés. Donc, quand vous avez des volatilités plus fortes, mais que vous aviez le phénomène où vous avez des taux positifs ou largement positifs, vous pouvez l'encaisser beaucoup plus facilement, puisque vous avez l'effet temps qui est très positif sur les actions, sur les obligations. Chaque jour, vous encaissez un intérêt. Donc, pour nous, c'est assez normal. On va retrouver des marchés de taux un peu plus normalisés. Et je pense aussi, à moyen terme, des opportunités sur les taux beaucoup plus fortes. On va avoir des phénomènes de dislocation, tout simplement parce que c'est des marchés, que ce soit le marché parti taux gouvernementaux ou même le crédit, qui ont été beaucoup soutenus par les banques centrales, puisqu'ils ont acheté en direct. Et donc, de ce fait-là, dans le phénomène de transition, on va vraiment avoir, à mon avis, des opportunités assez intéressantes. Et il va falloir aller descendre un peu. Nous, en tout cas, c'est notre conviction, à l'intérieur de ces actifs-là, pour regarder des opportunités, alors qu'avant, vous aviez quand même... dès que vous aviez 10 BP d'écart, c'était le bout du monde. Là, je pense qu'on aura beaucoup plus... La question de la liquidité, qui reste un point clé. On va rentrer dans des marchés beaucoup plus normalisés par rapport à ce qu'on a connu sur les 10 dernières années, c'est bien évident. C'est vrai que c'est intéressant sur la question de la liquidité. Ça va vraiment être l'année 2023. On a vu que les banquiers centraux essaient de retirer le plus possible sa liquidité, mais qui n'arrive pas toujours. On a vu que la BCE a commencé à faire le fameux QT, donc le quantitative tightening, donc qui est l'inverse du quantitative du quantitative easing, merci. On a vu que ça avait commencé au deuxième trimestre par faire 15 milliards par mois, qui allait être accéléré après d'ici l'été, qu'il verrait. Mais c'est vrai que ce qui est très compliqué, pour revenir au taux réel, on est assez d'accord avec vous. Il y a encore un an sur ce plateau, on aurait pu se dire les taux réels vont être négatifs à vie en Europe, faut investir autant qu'on veut, de toute façon c'est de l'argent gratuit. C'est génial, il faut en profiter pour faire des projets en infrastructure, des projets dans l'ESG, des projets sur plein de tout ce que vous voulez. C'était le cas. L'argent tombait à flot. Et clairement, je pense qu'aujourd'hui, les différents gouvernements, en tout cas en Europe, ont arrêté l'argent gratuit. On a vu le fameux phénomène qui s'est passé en Angleterre et on a vu l'impact qui s'est passé sur le gilt. Donc clairement, aujourd'hui, on n'est pas à l'abri. S'il y a des problèmes de liquidité, notamment sur le refinancement des dettes,
que les govies puissent partir un peu dans le décor. Donc ça, pour nous, c'est un des principaux, un truc à vraiment regarder de très très près. Pour l'instant, je pense que les gouvernements l'ont bien pris, bien mesuré. Donc j'espère que ça ne sera pas le signe noir de 2023. Mais en tout cas, il faut essayer. Mais voilà, après, c'est pas parce que... Sur la BCE, c'est intéressant. Effectivement, elle a communiqué donc sur la stratégie de réduction du bilan. À compter du 1er mars, ça veut dire qu'elle ne compte pas réduire de trop la liquidité des marchés obligataires en début d'année. Et on sait que c'est un moment où les émissions souveraines sont très importantes, sur les mois de janvier, février, jusqu'à mars. Et donc, la BCE va commencer après sa réduction de son bilan passive. Et déjà 15 milliards par mois, et ce qui est très très peu très par faible, rapport à la taille du bilan des banques centrales. Cette question de la liquidité, on la retrouve peut-être dans l'univers des small et mid cap. Alors c'est intéressant, vous êtes deux spécialistes de cet univers d'investissement et je voulais qu'on prenne le temps de se focaliser sur ce segment de marché. Louis, déjà pour dresser un constat, mais qu'on a déjà dressé avec vous au cours de cette année 2022, oui, ça a été une année particulièrement dur pour les small caps, notamment quand on les compare à la performance des large caps. J'ai vu qu'en Europe, c'était peut-être un écart inédit de contre-performance des small caps versus les large caps, en tout cas depuis la fin du XXe siècle. 98, je crois que c'est la dernière année de référence où on a vu peut-être des écarts encore plus importants de sous-performance des small caps par rapport aux grandes capitalisations. Alors c'est vrai que le marché des small caps n'a jamais quasiment autant sous-performé, étant sur certains indices, il y a quasiment 20 points de sous-performance des small caps par rapport à large cap. C'est vrai que tout ça est venu un peu de la fin des banquiers centraux. Il y avait déjà le traumatisme de 2018, je vous rappelais, où il y avait une petite bulle, où il y a eu énormément de rachats pendant des années sur le marché des small et mid cap. Ça a continué, en tout cas pendant toute la partie de 2022. Il y a eu un vrai crack de liquidité au mois de septembre, notamment sur les petits small et micro cap, avec des marchés qui ont fait plus de moins 10 sur le mois de septembre, alors que large cap avait à peine perdu 3-4%. Et c'est vrai que c'était déjà arrivé un peu en 2012, mais 2012 c'était la reprise post-2011. Et c'est vrai que cette année, on va dire que septembre, qui a été le point bas de marché, qu'est-ce qui se passe depuis septembre ? Les large caps ont fortement rebondi, les mid un peu moins, les small un peu moins encore, et les micros quasiment pas. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quasiment jamais vu que un tel écart de performance, donc les large caps, parce que les gens vont acheter, comme vous dites tout à l'heure, les grosses blue chips, les Total, les LVMH pour être sécures. Après, les mid caps qui s'en sortent à peu près bien, small nettement en dessous, et les micro caps qui sont complètement au tapis à cause du problème de liquidité. C'était déjà arrivé un peu en 2012, mais plutôt dans le rebond, parce que les gens s'étaient dit, rappelez-vous, 2012, crise souveraine en zone euro, plus personne en voulait, donc les gens étaient timidement premiers sur les large caps, puis les mid, etc. Donc c'est pour ça qu'on est plutôt assez serein l'année prochaine sur le marché dans son ensemble, parce que c'est vrai que déjà, si on commence sur les marchés, on peut penser que le trou noir des résultats, ça sera peut-être les premiers semestres de l'année prochaine. Et vous savez très bien que le marché, souvent, anticipe le rebond, bien avant que les bénéfices par action soient vraiment réalisés. Et il y a de grandes chances qu'on se retrouve peut-être en mois de mars, avril, avec les publications des annuels ou du premier trimestre, et à ce moment-là, les sociétés diront peut-être « Ah, j'ai fait un warning, ça sera temps », finalement, ce sera beaucoup moins pire que les analystes attendent, et à ce moment-là, vous verrez que les actions monteront. On peut imaginer, là, dans cet univers des small et mid cap, que oui, effectivement, le marché a déjà anticipé un certain nombre de mauvaises nouvelles qui seront délivrées au cours du premier semestre 2023. Et qui étaient accentuées par les liquidités. Et souvent, il faut se rappeler qu'avec ce problème de liquidité, de sous-performance, il y a un moment, les small caps arrêtent de sous-performer les large caps souvent 3 mois avant le point bas du marché. Donc là, est-ce qu'on est dans un market rally ? On pouvait le penser, il y a les banquiers centraux qui sont venus réajuster. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a un excès de pessimisme pour le début d'année. Est-ce qu'on va retoucher les points bas ? Peut-être, mais ça m'étonnerait. En tout cas, voilà, ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, réinvestir dans les small caps, on pense que le point bas de la sous-performance est derrière nous. Donc aujourd'hui, cette classe d'actifs ne va plus sous-performer, en tout cas à court terme. Elle ne surperformera peut-être pas dans les prochains mois, mais au moins le mal est fait. Pour 2 raisons. Déjà, au niveau valorisation, quand on est tombé à fin septembre, quand on regarde des ratios bilanciels comme le price to book, donc les ratios de fonds propres, on était tombé à 1 fois le price to book. C'était jamais arrivé. Il n'y a qu'en 2008-2009, on était passé en dessous. Et également, quand vous regardez des ratios donc de compte de résultats qui sont le price earning ratio, on était quasiment revenu à 10 fois et aussi en forte décote par rapport au large cap, ce qui n'était jamais arrivé. Et chaque fois que vous avez des PE, des small caps sous les 10 et des price to book à 1, vous enregistrez une performance à 2 chiffres l'année d'après. Ça a été le cas tout le temps. Vous pouvez benchmarker sur toutes les dernières années, ça a été le cas. Donc ça, c'est ce qui nous rend
très confiant pour l'année prochaine. Et aussi, qu'est-ce qui expliquera la surperformance? Donc là, à court terme, tant qu'on a encore des incertitudes sur le Pico-Kirchner qu'on parlait tout à l'heure, on se dit au moins plus de sous-performance. Mais une fois l'année prochaine, on va revenir vers des cycles économiques beaucoup plus classiques, avec de l'inflation, le chiffre du chômage qui va remonter, des PMI négatifs qui ont là déjà depuis plusieurs mois. Et ça me rappelle beaucoup la période après l'éclatement de la bulle Internet 2003. Rappelez-vous, 2003-2007, on était revenu dans des cycles économiques classiques. Et qu'est-ce qui avait fortement monté? C'était un peu les small cap, les value cycliques small cap. Et là, je suis prêt à parier de ce que vous voulez, que le prochain cycle 2023, 2000, je ne sais pas combien, avec des recycles économiques, avec des PMI qui vont bientôt toucher leurs points bas et qui vont remonter, les small caps vont clairement surperformer les large caps. Peut-être, vous savez quand ça se passe, la surperformance est souvent très rapide au début. Je sais que souvent les gens arrivent tard. Aujourd'hui, il y a eu tellement de rachats encore cette année depuis 2018 qu'il n'y a quasiment plus du tout d'actifs small cap. Je ne sais même plus qu'il y a encore des small caps aujourd'hui en portefeuille. C'est que quand ça repart vite. Et surtout, c'est quelque chose qui va être fait quand les flux vont revenir. Parce qu'aujourd'hui, les flux ne sont pas encore là. Mais dès qu'on va toucher un point bas sur les PMI et que les flux vont revenir, la surperformance va être criante à ce moment-là. Bon, le constat de fin d'année que vous dressez sur cet univers d'investissement, Pierre-Alexis, alors beaucoup a été dit déjà par Louis, mais encore une fois, quand vous regardez les métriques, alors performance boursière, les métriques de valorisation aussi de cet univers, en Europe, est-ce que la décote est exagérée? Est-ce qu'on est tombé sur des points de décote extrêmes sur cet univers d'investissement en particulier, ou est-ce qu'il y a matière à s'interroger sur ce qui faisait un peu la thèse structurelle des small et mid cap, l'idée qu'il y avait de la surperformance et que ces boîtes-là, effectivement, sur longue période, surperformaient les grandes valeurs. Ça fait une paire d'années qu'on le constate plus. Exactement. Alors, nous, là-dessus, le trend structurel small versus large, on n'y croit pas du tout. Hein. C'est pas parce que vous avez plus d'inflation que c'est mauvais pour les petites et moyennes valeurs. D'accord, donc la sous-performance structurelle des small caps, c'est vous achetez pas cette histoire-là. D'accord, oui. Exactement. Par contre, on a eu conjoncturellement, on a eu ce qu'on appelle un peu un perfect storm, c'est-à-dire qu'on était arrivé avec des valos qui étaient à assez forte prime. Dans un monde, et sans doute aidé par, c'est vrai, des politiques monétaires très accommodantes, et c'est vrai que le high yield, les small caps sont très sensibles à la liquidité mondiale. On a eu un resserrement de la liquidité mondiale rapide, et plus un point quand même qu'on cite assez peu, mais qui est important, qui est l'aspect sectoriel. Voilà. Vous avez un tiers, pour nous, de la sous-performance qui est expliqué par l'aspect sectoriel. Il y a un manque d'un certain nombre de secteurs, notamment le secteur énergétique, qui fait que... voilà. Donc, un tiers, c'est ça. 2 tiers, pour nous, c'est les multiples qui se sont ajustés. Et donc, une bonne partie est liée à la partie macroéconomique, qui est liée disons, aux politiques des banques centrales, qui ont fait que vous êtes passé d'un segment de marché à prime à un segment de marché à décote. Donc ça, pour nous, c'est important, mais voilà, ça arrive de temps en temps. Voilà. Mais pour nous, à moyen long terme, ça reste intact, et c'est encore plus vrai avec notre scénario qui, comme je vous le dis, voilà, on va avoir de la récession et ensuite une reprise par le CAPEX. Et le CAPEX, c'est mieux que la conso pour les small caps. Hein. Voilà, donc le CAPEX, c'est grosso modo être en cercle vertueux, avec notamment beaucoup de sociétés qui sont investies sur des niches. Si vous sélectionnez les bonnes niches, vous allez avoir vraiment des performances qui seront assez remarquables sur cet investissement. Donc pour nous, ça reste un actif clé, ça reste un actif intéressant pour 2023. Alors à court terme, voilà, vous avez un contexte récessif, une bonne partie est sans doute déjà dans les cours, mais on va rester quand même sur des performances, à mon avis, petite valeur versus grande valeur, assez volatiles à court terme. Il faudra un peu d'allant, notamment économique, pour que ça... Oui, il faut retrouver un peu d'appétit. Oui, j'entends bien. Mais l'idée structurelle que cette classe d'actifs, cet univers d'investissement mérite une prime, oui, vous
elle n'est pas abandonnée parce que là, on a la prime, elle se justifie que si vous avez la croissance. Donc voilà, donc là, clairement. Et donc nous, là-dessus, et c'est vrai que souvent les petites et moyennes valeurs, c'est assez commode, sont traitées comme un actif à part entière. Ouais, une classe vous avez d'actifs, 3500 valeurs, Ben ouais. et dans ces valeurs-là, il y a beaucoup de risques propres à l'entreprise. Voilà, quand vous avez acheté BASF, vous achetez la chimie. Ouais. Voilà, donc, J'entends. donc, Leader mondial de la chimie, leader mondial, on achète le secteur. Voilà, le secteur. Quand vous achetez oui. une niche chimique... Le leader d'une niche, oui, vous ne pouvez pas dire que vous Voilà. achetez... Et donc attention, nous, dans un premier temps, on anticipe quand même qu'avec notamment la liquidité, on va avoir quand même des défauts. Donc attention, il faudra rester sélectif. Et sur cette classe d'actifs, il y a un point qui est clé, c'est que nous, on préfère quand même beaucoup, alors pas forcément la qualité, mais l'excellence opérationnelle, des gros générateurs de cash flow. Voilà. On essaie d'éviter ce qu'on appelle, nous, les fallen angels, donc les sociétés qui étaient avant des grandes sociétés, mais qui sont dans des sociétés... Voilà. La décote, la value, elle nous intéresse plus sur la large cap, moins sur les small cap. J'entends. Non, Oui. c'est assez intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai que l'année 2022 était vraiment l'année du repricing lié aux banquiers centraux. L'année 2023, ça va être les sociétés, on va revenir vers la qualité un peu des sociétés, forte génération de cash flow, fort retour sur capital employé. Très souvent, c'est des valeurs qui pouvaient avoir des forts PE qui se sont souvent fait massacrer. Et c'est ça ce qui est intéressant dans le marché des small cap, parce que là, un peu tout a été envoyé avec l'eau du bain, donc il y a des valeurs encore de très forte qualité. C'est vrai que beaucoup de gens connaissent Interparfums. Interparfums, ce matin, encore annoncé une licence Lacoste. Ils ont payé 90 millions pour acheter à Coty. Voilà, le titre prend encore 7 ou 8% aujourd'hui. Il y a des choses à faire. Et c'est vrai que souvent, il y a toujours le même consensus qui, pour moi, est faux. C'est dire que quand il y a une récession, quand il y a une crise, les small caps vont moins bien s'en sortir que les large caps. On le dit pas que pour les small, hein. On le dit pour les banques, on le dit pour plein de choses. Hein. Pour les banques, pour les choses. Bah oui. Mais après, sur certaines, bien évidemment, celles qui sont mal gérées, mais il y a des très belles valeurs comme Interparfums, je citais, ou même il y en a beaucoup d'autres qu'on aime beaucoup, qui s'en sortent vraiment très bien. On avait vu pendant le Covid, tout le monde disait « Ah oui, ça va être beaucoup plus dur pour elles pendant le Covid ». Bah non, elles étaient beaucoup plus agiles. Souvent, elles sont plus petites. Nous, on est très investis sur le secteur des ESN, vous savez, les anciens services informatiques. Des sociétés comme Aubaine, Neurone, Sword, qui ont même affiché des croissances organiques, même pendant, quasi en tout cas pour Neurone et Sword, pendant le Covid, organique positive. Alors qu'un Capgemini qui est beaucoup plus haut, qu'on aime bien, est beaucoup plus compliqué à manœuvrer et fait une performance boursière bien plus négative cette année que certaines. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses à faire dans les small cap, notamment au niveau des valorisations. C'est vrai qu'il y en a quelques-unes, il y a pas mal de small cap dans les consommations discrétionnaires. On a vu piscine des joyaux, on a vu, après le Covid, les gens achètent moins de piscines, notamment parce qu'ils sont pas mal en Allemagne avec ce qui se passe. Donc le titre a mal réagi. Et on voit que les gens sont un peu tendus. C'est vrai que sur le small cap, on a une société qu'on aime beaucoup qui s'appelle, par exemple, Virbac, qui est dans la santé animale. Bien sûr. Ils ont annoncé un peu plus de capex pour la croissance future, donc des investissements futurs, comme vous parlez très justement. Donc là, le titre est injustement sanctionné parce que tout de suite, les gens regardent très vite à 2023, ils oublient de regarder beaucoup plus tard. Donc c'est pour ça qu'on considère la classe d'actifs positive pour l'année prochaine, et c'est surtout, comme vous dites, il va vraiment revenir vers la qualité des sociétés qui ont vraiment des cash flows positifs, quoi. Pierre-Alexis. Et un point qui est clé, qui est souvent cité par les managers des petites et moyennes valeurs, c'est les fusions-acquisitions. Alors, ça joue dans les deux sens, c'est-à-dire que ça peut jouer comme des sociétés petites et moyennes valeurs qui sont rachetées. Ouais. Ça, il faut, voilà, donc ça joue. On en a eu quelques. Oui. On est toujours content d'avoir une cible d'OPA. Oui, ça c'est la cerise sur le gâteau, c'est le jackpot, la loterie. Mais ça joue surtout. Oui. On va parler des consolidateurs dans le dernier quart d'heure. Je pense que c'est un très beau thème parce que vous avez beaucoup de sociétés d'excellente qualité qui font ce qu'on appelle des acquisitions bolt-on, donc des petites acquisitions pour grossir au fur et à mesure. Et c'est vrai qu'il y avait de plus en plus de mal à investir pour deux raisons. Une, la concurrence des fonds de mon côté. Oui. Donc, qui faisait beaucoup monter les valorisations. Donc, ils avaient du mal maintenant à trouver des choses qui rentraient, disons, dans leurs objectifs, disons, de retour sur investissement. Ça, c'est le premier point. Et donc, avec la baisse des valorisations qu'on peut attendre, puisque moins de concurrentialisation à l'achat, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez avoir beaucoup plus de gains via l'intégration réussie de l'entité. Bien sûr. Donc du coup, vous allez vous retrouver dans des phénomènes de croissance externe qui sont très positifs. L'un des meilleurs exemples sur cette partie, c'est Eurofins. Voilà, vraiment, dans le business model d'Eurofins, c'est de la croissance très régulière. C'est structurel. Et ils avaient de plus en plus de mal à rentrer dans... Et là, maintenant, ils auront moins de concurrents. Donc,
de tous ces business-là qui sont des business qui historiquement ont été extrêmement porteurs de succès. On considère que on va retrouver ça. Et dans ce contexte-là, ça pousse encore vers des sociétés, en effet, qui ont du cash, qui sont à forte génération de cash flow. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils pourront encore emprunter et ils auront des capacités aussi d'investir leurs fonds propres. Les autres, ce ne sera pas le cas. Quand vous disiez les small cap ou small et mid cap, c'est plus une histoire de capex que de consommation, ça veut dire que c'est des sociétés qui sont plus B2B d'une certaine manière, qui vont mieux profiter des grands cycles d'investissement qui s'annoncent ? C'est ce qu'il faut comprendre ? Ou c'est des boîtes qui ont une meilleure capacité à investir, qui sont dans un investissement permanent, alors soit de la croissance externe, soit du capex réel, de l'investissement productif ? Alors, moi, quand j'entends, le cycle d'avant a été un cycle vraiment porté par la consommation, ça, oui. où vous avez une concentration de la création de valeur ajoutée sur 100 valeurs dans le monde. Ouais, ouais. Des valeurs de grande consommation. Mais je mets les plateformes, les réseaux sociaux, etc. Ouais. Et donc, il y a eu une concentration, et on l'a vu d'ailleurs sur la performance des styles de gestion, puisque c'est assez concentré sur une typologie de valeur très particulière qui a fait que vous aviez acheté en 2010 et que vous portiez jusqu'à 2020 et de toute façon fallait jamais les vendre. Donc, là-dessus, quand vous êtes sur du capex, vous avez une économie qui est beaucoup plus diversifiée. Donc, il se passe beaucoup plus de choses. On investit sur la partie green, on connaît, mais vous allez avoir l'investissement dans l'infrastructure. Et là-dessus, vous allez avoir plein de sociétés qui sont focalisées sur les niches, dont on va avoir... Ouais, j'entends. Un bon exemple aujourd'hui, c'est GTT. Voilà, tout le monde en parle. Voilà, c'est un leader mondial sur une niche. Voilà, on en a besoin. Bon, ben voilà. Et on va avoir ces phénomènes-là tout le temps. Ouais. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin de câbles, on va avoir besoin... C'est plus la même croissance. Voilà, donc ce sera plus du tout la même croissance, donc une croissance beaucoup plus diffuse, qui est d'ailleurs bien meilleure pour le fonctionnement de l'économie. Évidemment. Et a priori, ça, c'est beaucoup plus favorable pour les small caps, parce que quand vous regardez aussi les small caps, la performance, elle a été très concentrée sur les small caps, sur certaines typologies de valeurs. Tout le reste, vous avez des valeurs qui n'ont pas bougé depuis 15 ans. Voilà. Et parce qu'ils n'étaient pas sur le donc segment. les drivers vont être différents quand même. Les drivers vont être différents. Et ça, a priori, c'est plus positif pour nous, en tout cas sur ce segment. Sur la notion de qualité, Louis, quand vous faites l'exercice avec les filtres qualité spécifiques à la gestion de Gay-Lussac, est-ce que vous retrouvez aujourd'hui à peu près les mêmes valeurs de qualité que celles que vous pouviez avoir il y a 2-3 ans, quoi, avant tout ça, avant la crise pandémique, la crise énergétique, la crise géopolitique, etc., plus la normalisation monétaire? Ou est-ce qu'il y a des boîtes qui étaient des boîtes de qualité à un moment, qu'ils sont peut-être moins aujourd'hui? C'est vrai que c'est un grand mot, parce que tout le monde va dire qu'il investit forcément dans les sociétés de qualité. C'est la contraposée qui paraît un peu absurde de se dire j'investis dans ce qui n'est pas de la qualité. Donc, bien sûr, mais c'est vrai que nous, en selon tout cas, chez Gay-Lussac Gestion, ce qu'on appelle la qualité, c'est souvent des sociétés de faible volatilité et de faible bêta. Ouais. Donc pourquoi faible volatilité? Donc quand vous avez une très grande marque, forte barrière à l'entrée, bien évidemment, vos cours vont beaucoup moins bouger. À l'inverse, souvent, une bancaire matière première serait une société très cyclique, sera beaucoup plus volatile parce qu'il y a moins de visibilité. Donc nous, c'est un peu comme ça qu'on définit qualité sur cette partie low vol, et le low bêta ressemble un peu à la low vol, mais c'est différent. C'est plutôt, vous savez, le bêta, c'est le bêta du marché, et nous, on préfère les sociétés qui ont une faible bêta, qui est plus cette décorrélation. D'accord. Donc c'est ce qu'on joue. Je fais un peu moins que le marché quand il monte ou quand il baisse. Exactement, parce que, voilà, donc nous, c'était plus notre théorie, et avant la crise, la plupart de ces valeurs-là, c'était plutôt des valeurs, on va dire, de croissance ou de très forte croissance, style très forte marge, très forte génération de cash flow, fort rocher. C'est vrai que c'est des valeurs qui ont beaucoup souffert cette année. Quand on regarde les différents indices Goldman Sachs, il y en a qui font les meilleurs balance sheets, donc les meilleurs bilans. Vous retrouvez des très belles sociétés comme Hermès, Geberit, etc., etc. L'indice est quasiment à moins 26%. Pourquoi? Parce qu'il y a zéro bancaire, zéro matière première, zéro énergie, comme vous connaissez très justement. Donc c'est pour ça que je pense que ces sociétés qui étaient venues trop chères à côté des banquiers centraux et des taux réels négatifs vont revenir pour certaines, celles qui sont de revenus, ce qu'on appelle les valeurs GARP, à des prix raisonnables maintenant. Et ça va être vraiment la thématique pour 2023, parce qu'elles vont avoir conservé
conserver leur marge, elles ont encore un vrai pricing power, et elles vont continuer de vivre leur vie, et surtout continuer de gérer des cash flows. Donc c'est plutôt ces sociétés-là qui sont toujours de qualité, et c'est vrai que avant, il y avait des sociétés peut-être de trop forte croissance qui avaient été bien rankées dedans, et qui ne le sont plus du tout aujourd'hui, parce que les valeurs de trop forte croissance qui avaient été montées à des niveaux valorisation tels, notamment par le Nasdaq, celles-ci, même si elles ont perdu 60-70%, je pense que celles-ci, leur business model est mort, les banquiers centraux ne sont plus là, donc il ne faudra plus du tout y toucher. Qu'est-ce qu'il faudra, qu'est-ce qui manque encore, et qu'est-ce qu'il faudra pour voir un retour des flux de collecte positifs sur cette classe d'actifs? Les marchés, ce sont aussi des marchés de flux, et peut-être encore plus sur cet univers d'investissement. Louis ? Il faut donner du temps au temps. Ouais. On a été dans ça depuis longtemps. Ouais. Mais ça veut dire que les investisseurs reviendront sur ce segment-là une fois qu'ils auront refait tout l'obligataire qu'ils voulaient, tout le crédit qu'ils voulaient, toutes les large caps qu'ils voulaient, et ensuite... En fait, ou est-ce que c'est le playbook qui peut être un peu différent ? Les gens sont assez moutonniers. C'est très souvent, quand plus personne en veut, qu'on est au pic de la sous-performance, qu'il faut y aller. Néanmoins, c'est pas suffisant. C'est jamais comme ça que ça se passe. Pour qu'il y ait les flux. Ouais. Donc, quel va être le déclencheur ? C'est peut-être des publications annuelles ou des guidance peut-être mauvaises, et que les bénéfices par action soient vraiment révisés à la baisse, ou des PMI qui s'enfoncent vraiment dans le trou, et on s'est dit, bon, ça y est, on est au point bas, peut-être un changement des banquiers centraux, et puis à ce moment-là, quand le nouveau cycle repartira, à ce moment-là, ça arrivera. Donc ça va peut-être arriver dans les prochains, peut-être durant la fin du premier semestre, peut-être. Mais en revanche, comme je disais tout à l'heure, la sous-performance des small caps, pour nous, est terminée par rapport au large. Donc, il faut commencer à se positionner maintenant, parce que quand la surperformance commence, ça commence fort. Et c'est là où vous gagnez l'argent facile, comme on disait. Vous êtes au début du mouvement de shift, qu'il faut être positionné. Oui, Pierre, ce qui est bien, c'est quand il n'y a plus de flux, il ne suffit pas beaucoup de flux, ça monte. Ça, 1 euro marginal, ça fait décaler, oui. Non, mais ce qui peut aider, notamment la partie small cap européenne, vous avez eu un élément qu'on n'a pas cité, qui a joué, qui est que la zone, pour les investisseurs hors de l'Europe, est difficilement investissable aujourd'hui à cause du conflit ukrainien. Ouais. Donc si on a un contexte géopolitique qui... Dans le sentiment et l'appétit pour le risque, voilà. C'est vrai qu'on n'en parle pas, mais ça reste l'éléphant dans la pièce, je suis entièrement d'accord. Et donc ça joue, ça a joué encore comme un élément supplémentaire négatif sur la classe d'actifs. Et donc ça, si on a quelque chose qui se normalise, ou disons rien qu'une stabilisation de la situation, ce sera quelque chose de positif. Je ne parle pas de bonnes nouvelles sur le front géopolitique, mais c'est la question. Est-ce qu'on peut avoir encore pire que 2022 ? Est-ce qu'on peut quand même espérer des bonnes nouvelles, entre guillemets, temporaires sur le front de la géopolitique ? Juste pour info, aujourd'hui, Xi Jinping recevait Dmitri Medvedev, numéro 2, l'ancien président russe quand Poutine était Premier ministre, bref, pour lui dire, voilà... J'aimerais bien qu'il y ait des discussions l'an prochain. Russie, Ukraine, ce serait bien que tout le monde discute. On sent quand même qu'il y a des choses qui se mettent en place pour être prêt si jamais des discussions se mettent en place. J'ai envie de vous dire, c'est une mauvaise comparaison, mais c'est un peu comme le Japon. Quand vous avez une stratégie, vous commencez et qui semble... être avec un intérêt politique et économique de plus en plus douteux, un moment ou un autre, ça vous rattrape. Alors, c'est vrai que ça peut durer longtemps dans des régimes un peu totalitaires, mais là, il faut forcer de constater que le rapport entre le coût de la guerre, le coût géopolitique, l'isolement et ce qu'ils ont gagné en face, c'est-à-dire pas grand-chose, et il est très très mauvais pour l'instant. Et donc ça, je rappelle, l'URSS a fini par arrêter l'Afghanistan. Alors ils ont mis du temps, mais parce que c'était catastrophique. Toutes ces interventions-là, en général, historiquement, sur le XXe siècle, ça a été quand même des catastrophes, que ce soit faites par les Russes, par les Américains. Voilà, c'est malheureux, mais donc il faut espérer, en effet, qu'ils retrouvent la raison assez rapidement et qu'il y ait des bases de discussion. Ce serait quelque chose de très positif. On se réserve l'espoir, effectivement, que sur le front de la géopolitique, les choses puissent au moins se détendre temporairement, à commencer sur le terrain et peut-être au-delà en 2023. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Pierre-Alexis Dumont, directeur de la gestion actions et convertibles de Groupama Asset Management, et Louis Defels, directeur général et directeur de la gestion de Gay-Lussac Gestion.
Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique avec un beau thème. Ce soir, celui des consolidateurs, ces entreprises qui en rachètent d'autres pour consolider leur activité, leur industrie, leur secteur et donc réaliser ce qu'on appelle de la croissance externe. Nous en parlons avec les équipes d'Amiral Gestion qui ont un peu, et je dis un peu de manière ironique, un peu beaucoup creusé le sujet. C'est un deep dive dans le monde des consolidateurs avec Étienne Guichert et Florent Bouteiller. Bonjour messieurs, vous êtes tous les deux gérants chez Amiral Gestion. Prenons ce thème quand même de la manière peut-être un peu la plus controversée, Étienne. C'est vrai qu'en tant que journaliste, on est ravi quand il y a des annonces de grandes fusions, acquisitions, des grandes opérations qui font les gros titres de la presse, qui font couler beaucoup d'encre et qui permettent de raconter de très belles histoires. C'est la petite règle que j'ai apprise depuis 10-15 ans que j'observe les marchés. C'est que généralement, quand on se retourne 2-3 ans après sur ces grandes opérations de fusion-acquisition annoncées en grande pompe, avec parfois le politique qui s'en mêle, les résultats à l'arrivée, les promesses de synergie, généralement, restent un vœu pieux. Tout à fait, Grégoire, c'est effectivement souvent le cas. On voit que ces histoires portent souvent tous les germes d'un échec annoncé, en fait, parce qu'on le voit. Donc, il y a bien sûr les questions de la taille, en premier lieu, qui viennent causer des difficultés sur notamment les intégrations, la complexité, la difficulté parfois de faire travailler des équipes de cultures différentes, de pays différents. Donc ça, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Donc on peut avoir des temps d'intégration qui sont très très longs. Qui va avec la taille, il y a souvent sur des actifs un peu de qualité une guerre aux enchères. Et puis on connaît nos amis qu'on aime beaucoup, des banquiers d'affaires qui sont là pour faire monter les enchères, mais à juste titre, le vendeur veut le meilleur prix possible. Donc c'est vrai qu'on n'a pas souvent les meilleurs prix puisqu'il y a des enchères, il y a des tierces parties qui ont intérêt à ce que la valeur elle monte. Qui dit taille et valeur élevée dit levée de capital. Donc on va s'endetter, on va peut-être lever des capitaux propres supplémentaires pour pouvoir financer l'acquisition. Donc on ne sait jamais vraiment à quel prix. Et donc on a un résultat effectivement au final qui est assez mitigé, d'autant plus qu'on vient rajouter par-dessus parfois des éléments non rationnels, non économiques, typiquement la volonté de bâtir un empire ou d'être le plus gros joueur dans la salle. Et on le voit très bien avec des exemples caricaturaux. Hein. Je pense que c'est de rester dans les mémoires de tout le monde. Vivendi en France a été l'exemple type en fait de la course sans fin. On a eu General Electric plus près aussi qui a fait beaucoup d'acquisitions et on voit ce qui est devenu aujourd'hui. Donc c'est vrai que il faut se méfier. Les résultats ont été aussi benchmarkés par des études académiques qui montrent que les résultats, au final, tout du moins pour les grosses acquisitions, sont pas si bons que ça. Il y a quand même beaucoup de destruction de valeur. Donc c'est vrai que faut faire attention quand on voit dans la presse en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est donc un thème qui mérite un peu d'expertise, Florent. Vous avez regardé effectivement les caractéristiques des bons consolidateurs. Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise sait acheter une autre entreprise? Quelles sont les caractéristiques que vous avez pu identifier justement de ce point de vue-là? Car il y en a des bons consolidateurs. Donc en fait, ce qu'il faut regarder, c'est prendre les caractéristiques inverses de tout ce que vient de décrire Étienne, à savoir déjà la taille. Donc souvent, on voit que ce sont des consolidateurs qui achètent des entreprises de petite taille, donc ce qui permet déjà des intégrations beaucoup plus faciles, mais également d'avoir des valorisations plus basses, d'être à l'abri de la concurrence en termes d'enchères, par exemple. Et on voit souvent aussi que c'est des acquisitions qui sont sourcées en interne, c'est-à-dire qu'elles viennent du réseau de l'entreprise, donc que ce soit les fournisseurs, les clients, les connaissances, ce qui fait qu'il y a une relation qui se crée avec ces cibles et que finalement on obtient un meilleur prix et c'est beaucoup plus facile à intégrer quand vous connaissez l'entreprise depuis 4 ans, 5 ans, plutôt que d'une enchère sur une entreprise que vous connaissez depuis 6 mois. Et on remarque aussi que parmi ces consolidateurs, en fait, ils partagent la caractéristique commune d'avoir l'acquisition au cœur de leur stratégie. C'est-à-dire qu'ils font les acquisitions de manière systématique. Un bon consolidateur, c'est quelqu'un qui fait des opérations et pas juste une opération. C'est ça. Et qui fait les opérations avant tout, avant le reste. Donc ça peut être plusieurs dizaines d'acquisitions par an, ce qui donne en fait un certain savoir-faire et permet d'éviter des erreurs. Et on voit également, si on regarde un dernier point commun, si on regarde en fait les bons consolidateurs, on voit que ce sont souvent sur le même type de secteur, à savoir des secteurs un peu à l'écart, soit parce que la croissance organique est assez faible, donc les capitaux, il n'y a pas vraiment de concurrence sur les capitaux, ou alors des secteurs de services avec des métiers pas très sexy entre guillemets, soit la maintenance électrique, de l'entretien d'espaces verts, des secteurs qui sont très fragmentés.
avec beaucoup d'acteurs locaux et qui attirent en fait peu de monde. Je me souviens, c'était une société, mais enfin comme Nexans, parce que c'est le nom qui me vient, mais qui sont leaders sur des marchés, mais avec des parts de marché qui sont parfois à peine de 10%. C'est ça, un secteur très fragmenté. Quand le leader a à peine 10% de parts de marché, c'est effectivement qu'il y a énormément de micro-entreprises qui opèrent sur ce même secteur. Et ça permet également d'être à l'abri à la fois du venture capital qui se concentre sur les secteurs à forte croissance et du private equity qui a des entreprises peut-être plus grosses. Donc il se positionne un peu entre les deux, sur une entreprise familiale de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires qui, le fondateur veut partir à la retraite. Et il sait que chez ses consolidateurs, déjà, il n'y aura pas le même levier qu'avec le private equity et qu'il n'y aura pas tout ce processus d'intégration douloureux et qui peut amener à des pertes d'emploi, par exemple. Oui, bien sûr, des restructurations massives qui sont générées elles-mêmes par ces grandes opérations de fusion-acquisition. Alors c'est intéressant parce que vous êtes intéressés tous les deux à deux pays, la Suède et le Canada. Pourquoi est-ce que ces deux pays sont des pourvoyeurs de bons consolidateurs, puisque c'est le thème qu'on développe avec vous? Déjà, je ne sais pas s'il y a des caractéristiques communes entre le Canada et la Suède qui peuvent expliquer que l'écosystème entrepreneurial est un écosystème qui produit de bons consolidateurs. C'est la conclusion à laquelle vous êtes arrivé, Étienne. Oui, alors il y a assez paradoxalement, il y a des caractéristiques qui sont de l'ordre du physique. C'est-à-dire qu'on a des pays avec une faible population. On a des pays qui ont une géographie qui n'est pas forcément facile. Et un climat qui n'est pas forcément facile. Et il y a des conditions locales qui font, notamment, je parlais du Canada, Florent parlera de la Suède après, mais par exemple avec le Québec, c'est très difficile pour les entreprises anglophones, par exemple, d'être très bonnes au Québec. Alors que pour les Québécois, c'est très facile d'aller dans la partie anglophone. Dans le monde anglophone. Donc en fait, il y a cette caractéristique-là, et pour le cas du Canada, vous avez quand même le plus gros marché du monde qui est à votre porte. Donc en fait, même si vous prenez un tout petit bout du marché US, vu la taille que vous avez au Canada, en fait, ça fait des marchés potentiels qui sont vraiment très, très importants. Bon. Et c'est quoi des exemples canadiens de bons consolidateurs alors un exemple qu'on aime beaucoup et qui fait partie de ces entreprises sexy dont parlait Florent, Richelieu Quincaillerie, juste le nom déjà doit vous donner envie. On a toujours besoin d'une bonne quincaillerie pas loin de chez soi. En fait, c'est un grossiste. C'est un grossiste et dont le métier est de faire le lien entre les fournisseurs de pièces type charnière, vis, boulons, de toutes sortes, et les clients qui sont en fait des artisans, un cuisiniste, un ébéniste, etc. Donc on parle d'une société qui a plus de 130 000 références quand même, donc qui est très spécialisée dans ces métiers-là, qui augmente son nombre de références chaque année. Donc c'est pas très sexy, le marché est vraiment lié quand même à la croissance organique du pays, donc on a des bonnes croissances dynamiques aux États-Unis et au Canada quand même historiquement. Et en fait c'est un marché qui est extrêmement fragmenté, il n'y a pas de gros acteurs. À part Richelieu qui est quand même encore un petit dans la... C'est beaucoup de petits indépendants, j'imagine. Voilà, parce que là on parle d'une société Richelieu, ils vont faire 2 milliards à peu près peut-être de chiffre d'affaires cette année, de dollars canadiens. Donc en fait c'est vraiment petit à l'échelle d'un pays comme les États-Unis si on prend les grands ordres de grandeur. Et en fait ils vont aller acquérir de ville en ville. Quand je dis de ville en ville, c'est vrai parce que je suis à visiter le siège à Montréal. Il y a une carte d'Amérique du Nord avec des pins. Et en fait, si je schématise, c'est Québec, et après je vais naviguer autour. Donc je vais descendre au nord-est des États-Unis, je vais aller à l'ouest du Canada, et je vais descendre par la côte ouest des États-Unis, et après je vais descendre progressivement dans le centre, et on va racheter de proche en proche des petites entreprises familiales, des petits grossistes qui ont un seul point de vente avec peut-être 10 000 références, donc qui est quand même beaucoup moins que Richelieu. Et comme c'est des boîtes familiales qui veulent sortir peut-être à un moment de la succession, les prix sont très faibles. Il y a 0 problème d'intégration et la société va faire 2, 3, 4, 5, 6 acquisitions par an. Et au final, on a une société sur 10 ans qui a fait 15% de croissance des bénéfices par action, ce qui est quand même... Et ça s'est reflété dans la performance boursière. Le marché valorise ce savoir-faire. Sur 20 ans, quand même, on a quasiment 20% par an de croissance, en fait. Boursière. Ouais, j'entends. Donc c'est assez remarquable pour une boîte dont personne n'a jamais entendu parler. Sur la Suède, alors qu'est-ce qui vous a intéressé, Florent, dans ce monde suédois des consolidateurs? Alors comme disait Étienne, déjà il y a la géographie qui joue. La Suède c'est assez à l'écart de l'Europe, seulement 10 millions d'habitants, un climat pas toujours favorable une bonne partie de l'année. Ça a même une devise différente, une langue différente. Donc si on regarde une entreprise française, allemande ou italienne, aller s'implanter en Suède,
ça demande beaucoup d'efforts pour finalement un retour qui est pas très élevé. Ce qui fait qu'il y a énormément d'entreprises locales suédoises qui se sont développées en Suède, et également autour de locomotives, on va dire, industrielles, parce qu'il faut savoir que la Suède est un des pays les plus industrialisés d'Europe, avec des entreprises comme ABB, Volvo, Ericsson, qui sont vraiment des leaders mondiaux, et autour desquels s'est développé un écosystème de petits acteurs locaux. Ce qui fait qu'on a un vivier pour les consolidateurs d'entreprises de qualité, petites entreprises à acheter, qui est très important. Et il y a aussi un point de vue culturel qui rentre en compte, puisque la Suède est culturellement un pays très entrepreneurial, avec un modèle un peu calqué sur les États-Unis d'individualisme, d'entrepreneuriat, ce qui fait qu'en fait, beaucoup d'entreprises en Suède sont déjà gérées de manière très décentralisée, avec une équipe centrale avec très peu de pouvoir. Le pouvoir est conféré dans les filiales, ce qui fait qu'en achetant une entreprise, c'est beaucoup plus facile de l'intégrer si c'est juste une filiale de plus qui va pouvoir après collaborer. Et le PDG va juste à se concentrer sur la prochaine acquisition. Donc et on va même plus loin que le Canada en termes de décentralisation, c'est-à-dire on peut dire qu'en Suède, pour la plupart des consolidateurs, il y a zéro intégration. C'est-à-dire qu'ils achètent une entreprise, ils leur disent « continuez à vivre comme vous viviez avant, nous on s'occupe d'acheter la prochaine, on vous a sélectionné parce qu'on croit en votre modèle, etc. » Et ça donne des très, très bons retours sur investissement, puisque, comme on le disait, les multiples d'acquisition sont très faibles. Ah ouais, bien sûr. Et si on regarde, par exemple, pour donner un exemple, il y a Bergman & Beving qui était un des premiers consolidateurs en Suède, qui a été créé en 1906 et qui, historiquement, importait des produits industriels européens et internationaux, puisque les internationaux ne venaient pas en Suède, ils les importaient et les adaptaient au marché suédois. Et il y a beaucoup d'entreprises similaires qui se sont développées au début du XXe siècle. Ils ont consolidé tout ce marché. Et si on investissait à l'IPO en 1976, c'est pareil, c'est 22% par an depuis. Donc ça fait quand même x10 000. Bien sûr. Je vous laisse faire. Bien sûr, c'est des stratégies très régulières en fait. C'est ça. Systématique. Et systématique. En éliminant le risque d'intégration. Ah ouais, j'entends. Qu'est-ce qui fait, pour conclure avec vous, Étienne, la discipline quand même de ces entreprises et de ces PDG, hein. Je comprends que c'est la mission du PDG finalement, parfois qu'on lui donne, d'aller choisir, sélectionner des entreprises. Il y a quand même le terme de sélection, c'est-à-dire on n'achète pas tout. Qu'est-ce qui fait cette discipline ? On a souvent des entreprises qui sont soit familiales, soit il y a un actionnaire à long terme, soit le PDG, c'est le cas de Richelieu, il est PDG depuis 30 ans. Ouais, c'est ça. Donc en fait, les gens ont une vision très très long terme et ils sont en capacité d'attendre que les multiples baissent à des niveaux intéressants, ce qui va être le cas aujourd'hui peut-être avec les ralentissements économiques qu'on connaît. Nous, on a eu beaucoup de contacts avant, disons jusqu'à la période Covid, où les gens disaient en ce moment on n'a rien à acheter parce qu'en fait les multiples sont trop chers, on n'y va pas. Ouais, bien sûr. On n'y va pas. Et personne leur met la pression pour dire faut quand même y aller les gars. Et ils nous disent tous on va attendre 3 ans. Il y a des sociétés qui sont détenues aujourd'hui par le private equity, on les retrouvera dans 3 ans en fait. Et donc c'est vrai que c'est un modèle qui est très intéressant dans le contexte actuel. Puisque si vous avez un ralentissement économique, ces sociétés, on l'a dit, sont toutes très bien financées. Il y a peu de dettes parce qu'elles financent avec les cash flows internes. Donc en fait, ce qu'elles attendent, c'est plutôt des moments comme ça. Parce qu'en fait, ça va être le début des soldes pour elles. Et on va probablement voir un cycle plus soutenu en termes d'acquisition que peut-être ce qu'on a vu depuis 4-5 ans. En fait. Puis, avec un argent qui coûte quelque chose, il faut qu'il y ait une vraie logique industrielle, j'imagine, au cœur de ces acquisitions. Et ce thème des consolidateurs, effectivement, est sans doute un thème d'avenir de ce point de vue-là. C'était un plaisir de l'aborder avec vous, messieurs. Merci beaucoup d'être venus nous faire partager votre réflexion et l'expertise que vous avez sur ce domaine et ce thème d'investissement. J'appelle ça un thème, les consolidateurs. Étienne Guichard et Florent Bouteiller, gérants chez Amiral Gestion, étaient les invités du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir sur Bismart. Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.